J'ai parlé avec un des enfants de notre église. Et il m'a dit fièrement, ouais, je ne sais pas lire, et personne dans ma classe ne sait lire. Dites-vous, il va aller en 6e cette année. Et je vous jure que genre, je n'arrive pas à lire. Genre, je n'arrive pas à me concentrer. Tout le temps, je réfléchis. Genre, toujours je divague en fait dans ma tête. Genre, je pense à un truc, je pense à un autre. Et toi, quand est-ce que pour la dernière fois, tu as laissé ton cerveau vagabonder comme ça? Sans GPS, sans notif, sans TikTok. Le professeur Harvard Dan Gilbert a fait une expérience absolument dystopique. Il a enfermé des gens dans une pièce pendant 15 minutes. Rien, pas de téléphone, pas de livre, juste un petit bouton magique. Sauf que ce bouton t'envoyait une décharge électrique. Donc ton cerveau avait un choix très simple. Soit tu restes avec tes pensées, ou soit tu t'infliges une douleur physique. Et à ton avis, la majorité des gens, ils ont choisi quoi ? La décharge électrique. La douleur plutôt que le silence. On en est là. Pour un être humain moderne, le vide total est plus terrifiant qu'un coup de jus électrique. Et franchement, ça explique beaucoup de choses. Parce que cette incapacité à rester seul avec ses pensées, c'est exactement ce qui nous flingue la profondeur et l'esprit critique. Parce qu'un cerveau qui ne se repose jamais, qui ne reçoit que des stimuli cheap, rapides et superficiels, c'est un peu comme si t'allais à la salle de sport et tu faisais tous les exercices la durée d'un TikTok. À force, tu ne sais plus réfléchir, analyser ou relier les idées, ni même te parler à toi-même sans paniquer. Et après, on se demande pourquoi il y a autant d'apathie, de dépression et d'angoisse aujourd'hui. Les gens ne comprennent même plus le sens de leur vie, ou plutôt même, ils ont peur de le comprendre. Alors, ils anesthésient cette angoisse avec n'importe quel écran. On est devenu allergique au silence. Tu regardes une vidéo TikTok, tu ouvres les commentaires pour que ça soit encore plus émotionnel. Donc là, tu regardes un film, juste avant, tu regardais des TikTok. Bah oui. Et là, tu regardes à nouveau le film, et après, tu vas mettre une pause et tu vas regarder des TikTok. Ouais, c'est ça. Quand je regarde un film, il m'ennuie. Du coup, bah, je regarde TikTok. Après, ça m'ennuie plus. Après, je regarde le film. Après, Bah ouais. Si t'as besoin d'attendre 30 secondes de feu rouge, t'en peux plus, tu ouvres ton téléphone directement pour te divertir. Tu te couches le soir et tu fais scroller ton cerveau jusqu'à l'épuisement total, surtout pour ne pas se retrouver avec ses pensées individuelles. Dans ma vidéo précédente sur les générations, j'ai surtout parlé de la génération alpha, qui ne savent plus lire, etc. Aujourd'hui, on va parler d'une épidémie beaucoup plus large. Et bien sûr, on va aussi revenir à la génération alpha, parce que j'en ai pas fini avec eux. Biberon, canapé et téléphone portable. Il ne sait ni lire ni écrire. Tu regardes quoi, Lounis? Mais depuis qu'il a 2 ans, il s'est allé tout seul sur YouTube et choisir ses vidéos. Quand tu te réveilles le matin, ton cortisol, donc ton niveau de stress, remonte naturellement. En fait, ton cerveau commence direct à faire la liste de toutes les galères qui t'attendent dans la journée. Facture, boulot, messages chelous, existence en général. Et là, ton corps, c'est ce qu'il sait faire de mieux, c'est qu'il attrape le téléphone. Sur le moment, ça détend, bien sûr, tes petits shoots de distraction. Un peu comme un petit café ou une clope, quoi. Mais à force, bien sûr, ça te démonte. Parce qu'en fait, tu ne laisses jamais revenir ton cerveau à l'équilibre. Ces microdoses de dopamine s'accumulent. Et petit à petit, plus rien ne fait vraiment d'effet. Les vidéos, la télé, la musique, les podcasts, même les films, tout devient un bruit de fond. Tu ne regardes jamais plus rien réellement, quoi. En fait, tu consommes. Ton cerveau est dans un état d'excitation permanente. Comme un hamster sous Red Bull. Et tu peux le tester. Essaye de regarder une vidéo YouTube d'une vingtaine de minutes, tout en étant concentré, sans lire les commentaires, sans checker autre chose sur ton téléphone, sans penser à ce que tu vas manger ce soir, et surtout en vitesse x1, on triche pas. Si tu y arrives vraiment, je suis sûr que tu auras l'impression que cette vidéo a duré 1 heure. Et pourtant, juste en dessous, YouTube t'a déjà préparé 10 autres vidéos prêtes à consommer. Parce que la plateforme, elle s'en fout de ce que tu regardes, elle veut juste que tu restes collé à l'écran tout le temps, comme un chewing-gum sous une table. D'ailleurs, petit détail rigolo que vous avez dû peut-être voir, c'est que Mark Zuckerberg et sa femme, ils interdisent les réseaux sociaux à leurs propres enfants. Ouais, le mec a mis Facebook dans la poche de tout le monde. Pour ses enfants, il dit « Non, faites attention, l'utilisez pas. » Si ça, pour vous, c'est pas un gros red flag qui clignote, alors je sais pas comment vous l'expliquer. On va faire dodo? Allez. Ça y est. Si, c'est bon. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Oui, mais il est tard, là. Allez, non, on arrête. On arrête. Et ça, c'est systématique. Alors, des études sur les zoomers montrent que la dépendance aux écrans ne fait pas que baisser la capacité cognitive, elle modifie carrément le cerveau. Le volume du tissu cérébral diminue. La matière blanche transmet des signaux plus lentement, une dépendance chimique se crée, très proche de celle des drodros. Et à l'inverse, une expérience menée sur 500 personnes aux États-Unis a montré que ceux qui ont simplement limité leur usage du téléphone avaient presque 10% de trous de mémoire en moins.
Donc leur cerveau, c'est un peu mieux rééquilibré, quoi. Donc la bonne nouvelle, c'est que le cerveau, en fait, il est un peu élastique, donc il peut se réparer. Et la mauvaise nouvelle, c'est que pour le faire, il faut faire des exercices hardcore. Alors, chaque culture s'adapte au monde dans lequel elle grandit. Et la génération alpha, elle a un cerveau numérique, multitâche, ultra rapide. Un peu comme un navigateur avec 48 onglets ouverts. Amélie a 3 enfants, tous accros aux écrans. L'aînée, Luna, 13 ans. La cadette, Maëlina, 11 ans. Qui a aujourd'hui invité sa copine, Linda. Elle aussi ultra connectée. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les enfants, ils apprennent plus l'information. Ils apprennent le chemin vers l'information, c'est tout. Et ce chemin, justement, c'est juste poser une question à l'intelligence artificielle qui prend 1 seconde. Le problème avec l'IA, c'est que elle ne dit pas toujours la vérité. Ah, je te jure, elle peut te balancer des conneries avec l'aplomb d'un expert. Et surtout, elle donne des réponses courtes qu'on survole sans vraiment les comprendre. Donc les alphas grandissent persuadés que leur téléphone va les sauver dans toutes les situations et que ça va durer toute leur vie. Donc ils se disent pourquoi lire, décoder, analyser? Pourquoi faire cet effort inutile de réfléchir? Penser par soi-même? C'est payant ou c'est gratuit? Alors bien sûr, je vais pas faire ma drama queen sur l'abus de l'utilisation de ChatGPT parce que tout le monde le fait. Moi aussi pour mes vidéos, je m'en aide. Écris-moi un texte. Ok. Plus long que ça. Pardon, oui. Écris-le comme un humain. Oui, d'accord. Pas comme un chat GPT. Oui, pardon. Non, c'est de la merde. Désolé, j'ai fait de mon mieux. T'es mon esclave. Oui, maître. Désolé, maître. Mais à cet âge-là, ça peut mener à 2 trucs. 1, c'est une compréhension ultra superficielle du monde. Et 2, c'est que ça crée des gamins sans boussole, sans valeur solide, sans capacité de raisonner, à voir les sujets sous plusieurs angles différents. Pour eux, en fait, avec ChatGPT, ils ont qu'une seule vérité. Et ils ne savent pas chercher ailleurs. Les compétences fondamentales, donc le langage, l'imagination, la logique, elles se développent justement entre 0 et 2 ans, à travers le jeu et les interactions humaines. Mais les alphas, ils ont grandi entourés d'écrans et d'isolement social. C'est la version des enfants seuls devant YouTube Kids. Et les chiffres, ils sont flippants. Jamais les enfants n'ont été aussi en difficulté en lecture. Et non, ça veut pas forcément dire qu'ils sont bêtes, faut pas généraliser. Mais ça veut dire qu'ils sont en manque de compétences de base. Parce que justement leur concentration est pulvérisée. Et il va falloir une approche complètement nouvelle pour les éduquer, pour les aider. Laquelle, personne ne sait pour l'instant. Alors, mets un gros like. On va voir qui sait le faire vraiment. Et dans les commentaires, dis-moi, c'est comment qu'on doit porter une chapka avec un casque? Est-ce que c'est la version 1 ou la version 2? Et dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir pourquoi on devient de plus en plus bête? Et ça vous fera devenir plus intelligent? Alors, c'est parti. C'est-à-dire ni recette pour laisser pas se gaver. Sérieusement? Tu as choisi exprès un livre difficile. C'est un livre pour enfants, abruti. Et le problème, c'est pas simplement la lecture, c'est aussi l'écriture. Les profs voient des écarts complètement fous chez les enfants de CP. Certains écrivent déjà des phrases complètes et d'autres galèrent encore avec les lettres. Je suis juste teubé. Je vois les mots et les lettres comme toi. J'ai une orthographe plutôt passable. C'est juste que je ne sais pas lire. Parce que si un enfant ne comprend pas ce que c'est qu'une lettre, un son, une syllabe, il commence à décrocher partout ailleurs. C'est comme si tu essayais de faire des maths sans savoir ce que c'est les chiffres. Et une famille est venue commander à manger. Une des enfants qui devait avoir 9 ans m'a demandé « Quel parfum de pina colada avez-vous » Alors je lui ai tendu le menu pour qu'elle puisse lire pendant que j'allais aider les autres clients. Et là, elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit « Je ne sais pas encore lire ». Et voilà, une des choses les plus tristes de cette génération d'enfants quasi analphabètes, ce n'est pas qu'ils vont galérer au boulot ou dans la vie en général. C'est que, sans lire, en fait, plus tard, ils ne seront jamais inspirés par des grandes figures, les penseurs, les gens brillants. Et pas parce qu'ils les détestent, mais juste parce qu'ils ne comprennent même pas ce qu'il y a d'admirable chez eux. Débattre, argumenter, se confronter, mais pourquoi faire? C'est trop fatigant. Et la sortie existe pourtant, c'est de reconnecter les enfants au monde réel, aux adultes, aux autres enfants, aux discussions, aux livres. Et un enfant apprend surtout par l'exemple, par ce qu'il voit, il le reproduit. Il va avoir envie de lire, de poser des questions, de s'intéresser à tout, de taper des orties avec un bâton s'il voit des grands le faire. Mais si tout ce qu'il voit, c'est leurs parents scotchés à leur Netflix ou à leur téléphone sur TikTok, pourquoi ferait-il autrement?
Et c'est là qu'on atteint un niveau absurde. Aujourd'hui, des gamins de 10 ans portent encore des couches, mais sont capables de commander tout seul un matcha latte glacé au Starbucks. Des 3 livres que j'ai achetés pour apprendre à lire. Alors, si on était honnête entre nous, si toi, par exemple, tu te mets 1 heure pour lire, avant même d'ouvrir le livre, tu veux déjà checker ton téléphone. Pour essayer de comprendre un mot, pour chercher un truc sur l'auteur, tu te dis, allez, juste une petite minute. Et cette minute, ça devient vite 1 heure, 2 heures, en fait, de distraction sur le téléphone. Parce que le temps ne fonctionne pas pareil sur un écran. Il est plus rapide, plus fluide, plus chargé en émotions, en fait, toutes les 15 secondes. Et c'est pas juste parce que lire, ça nous ennuie, parce qu'on est des feignants. En fait, malheureusement, ça nous met mal à l'aise. Ça nous rend anxieux de rester concentré sur une seule chose pendant aussi longtemps. Jack Chen, un professeur de littérature chinoise à l'université de Virginie, a remarqué que ses étudiants décrochent dès qu'ils tombent sur des idées complexes ou ambiguës. Ils n'arrivent plus à lire en profondeur, ni à penser de façon critique comme avant. Daniel Shore, lui chef du département d'anglais de Georgetown, raconte que ses étudiants ont du mal à se concentrer même sur un sonnet. Et je rappelle qu'un sonnet, c'est 14 lignes. Ah, la lecture aujourd'hui, elle peut plus rivaliser avec TikTok, les Reels ou alors YouTube, même quand elle est indispensable pour étudier. Et moi, je comprends, j'avoue, j'ai ces défauts-là, moi aussi. Quand j'ai besoin de comprendre quelque chose, très vite, je vais chercher un tuto, un résumé, quelque chose qui mâche l'information. Et toi, d'ailleurs, tu lis des livres? C'est quoi, genre, le dernier livre que t'as lu? Si tu lis pas, franchement, c'est la honte. Parce que moi, je lis. Oui, depuis 2 jours, là. Oui, donc je fais clairement partie de l'élite intellectuelle. Alors, vous avez remarqué que beaucoup de gens aujourd'hui disent que le cinéma sur grand écran aujourd'hui est devenu superficiel. Eh ils ont raison. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de films et de séries sont conçus vraiment pour le maxi grand public. Faut plaire vraiment au plus grand nombre possible, donc on simplifie. On mâche tout, on pré-mâche même. Les réalisateurs et les producteurs expliquent tous les sujets comme si c'était à des enfants. Donc il n'y a plus de place pour des intrigues complexes ni pour des personnages ambigus. Les auteurs ne font plus confiance à leur public. En fait, ils partent du principe que le spectateur regarde le film avec son téléphone à la main. Puis je me suis dit, ouais, je vais mettre un petit film en fond et si j'aime pas le film, j'irai scroller sur TikTok. C'est ce qu'on appelle la logique du second écran. L'idée que tu rates la moitié de ce qui se passe et que tu scrolles en même temps. Et franchement, ils ont pas forcément tort. Du coup, les studios utilisent des personnages ultra lisibles, des archétypes, des clichés. Et maintenant, ils commencent à utiliser des intelligences artificielles. Ouais, c'est officiel, des IA comme ChatGPT et Gemini vont bientôt écrire des morceaux de scénario. Officiellement, c'est pour réduire les coûts. Donc ça va virer du scénariste, ça a déjà commencé. Donc on remarque que dans les nouveaux films, les personnages sont soit gentils, soit méchants. Il n'y a plus cette zone grise qui faisait à la fois aimer et détester un personnage. Et donc l'audience voit aussi son émotionnel rétrécir. Dès qu'une série devient un peu moralement ambiguë, elle se fait défoncer direct. Et parfois même, les acteurs prennent cher. Vous vous rappelez de Hannah Gunn, qui jouait Skyler dans Breaking Bad, qui s'est fait haïr dans la vraie vie parce que son personnage gâchait la vie de Walter White. Oui, des gens menaçaient et harcelaient une actrice parce que son personnage a osé embêter un dealer de méthamphétamine fictif. Et donc voilà où on en est. C'est les consommateurs à qui on ne laisse plus aucun espace pour réfléchir ou ressentir quelque chose de complexe. Les studios donc partent du principe qu'on devient de plus en plus bête. Donc ils simplifient de plus en plus les histoires. Et maintenant on est passé à un autre cap. C'est que les nouvelles plateformes ont décidé que le second écran n'existe plus. Et qu'il n'y a même plus de premier écran. Il n'y a que le format vertical du smartphone. Donc, ils ont créé des séries 10 fois plus rapides, pensées pour être regardées comme des stories. L'aide miraculeux provient sûrement d'eux, Meryl. C'est tout ce que tu as comme preuve? Alors peut-être que ça deviendra la nouvelle norme. Pour les entreprises, c'est génial parce que c'est plus facile à produire, c'est moins coûteux, c'est plus facile à vendre. Et pour le spectateur, c'est super pratique. Tu peux scroller, accélérer x2, mettre en pause et mettre dans ta poche et emporter ton film dans ta poche partout où tu vas. Alors, j'ai pas envie de faire l'enliens de ouf, mais je vous jure qu'avant, quand je regardais les films à la télé, tu vois, je pouvais pas mettre pause. Et en fait, ça imposait une sorte de respect de l'acteur, du réalisateur, du film, de tous les personnages. Et aujourd'hui, j'ai gardé un peu ce truc-là, parce que par exemple, quand je regarde un film de Jackie Chan, je regarde en entier, du début jusqu'à la fin. Je ne peux pas mettre Jackie Chan en pause. Je l'aime beaucoup trop. Quand je regarde tout dans le métro, tout en lisant des commentaires, alors ok, c'est plus fun. Mais malheureusement, c'est comme si c'est devenu nécessaire pour ton cerveau moderne, qui en fait ne sait plus consommer une histoire autrement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, notre façon de parler ressemble de plus en plus à un fil de commentaires Instagram. C'est quoi une go? Je sais pas. Des émojis, des interjections, des phrases coupées en plein milieu comme si quelqu'un avait appuyé sur envoyer en plein milieu d'une pensée. Les gens n'expriment plus vraiment d'idées complexes. Et non pas parce qu'ils ont rien à dire, mais parce qu'ils ont désappris en fait comment le faire, comment le dire. On ne raccourcit pas seulement les mots, on raccourcit la pensée elle-même.
Aujourd'hui, une virgule suffit à provoquer une mini crise d'angoisse. Quand on lit des vieux romans, on voit des personnages qui parlent en phrases longues et construites. Et ce n'est pas parce que des écrivains étaient des gros génies. Vous avez déjà regardé des reportages INA sur des enfants à l'ancienne? Il y a les présidents, tout ça, qui ordonnent la guerre, ils envoient des soldats. Mais les présidents, ils se font pas tuer pour avoir le pays. Il y aura une grande révolution des soldats contre l'État, contre le gouvernement. Peut-être qu'en l'an 2000, il n'y aura plus de guerre parce que la Terre sera qu'un seul pays. Je suis de l'avis de Jean-Marc, il vaut mieux que le monde soit qu'un seul pays, qu'on parle seulement une langue. À 9 ans, on dirait qu'il parle mieux que moi, wesh. Aujourd'hui, toutes les générations alpha et les ados, en fait, ils n'écrivent plus. Ils balancent des pensées en vocaux, en story, en post. Et en fait, pourquoi vouloir apprendre à formuler une idée quand les algorithmes des réseaux sociaux récompensent celui qui parle comme il faut et pas celui qui pense le plus juste? Et c'est là que ça devient dangereux. La dégradation du langage entraîne la dégradation de la pensée. Si tu n'es pas capable de construire une phrase complexe, tu n'es pas capable non plus de faire un raisonnement complexe. On nous apprend à parler en clichés et en formules toutes faites pour être entendues. Comme si tout était déjà écrit à l'avance. Le problème, c'est que sans clichés, tu n'existes plus sur les réseaux. C'est plus dur d'attirer l'attention. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que notre société est en train de vivre une version live de Fahrenheit 451. Bradbury l'avait résumé avec une punchline presque trop parfaite pour notre époque. Nous vivons à une époque où les fleurs essayent de pousser sur d'autres fleurs. Au lieu de pousser, grâce à la bonne pluie et à la terre noire et fertile. Autrement dit, aujourd'hui, on ne produit plus que des idées à partir d'autres idées. On recycle du recyclé. On réagit à des réactions, on mange du contenu déjà digéré par quelqu'un d'autre. Et ça se voit dans l'explosion du genre réaction à. On a envie toujours que quelqu'un nous explique quoi penser. Dès qu'on entend un truc, on y croit. Beaucoup de gens préfèrent qu'on leur dise quoi penser plutôt que de faire l'effort de réfléchir eux-mêmes. Regarde autour de toi. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui te disent qu'ils n'ont pas vu un seul film depuis des mois. Mais qu'ils ont regardé 50 critiques YouTube là-dessus. Ils ne vivent plus l'œuvre, ils la consomment à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Or, la pensée critique, c'est pas juste avoir raison. Mais aujourd'hui, les discussions, ce ne sont plus des débats. C'est juste du copier-coller des avis trouvés sur TikTok. Alors je vais vous aider, je vais vous traduire quelques phrases. Alors, j'ai lu quelque part, tu l'as vu sur TikTok. Il y a un scientifique qui a... Tu l'as vu sur TikTok. Alors tout le monde sait que tu l'as vu sur TikTok. J'ai un ami qui m'a raconté, tu l'as vu sur TikTok. Et en plus, discuter, ça devient quasiment impossible. Parce que avoir un avis différent, c'est mettre fin à la conversation. Et bien sûr, ChatGPT n'arrange rien de tout ça. Pire, il met le turbo carrément. Aujourd'hui, des gens mangent, dorment, respirent avec lui. Honnêtement, ils savent même plus comment formuler un mail pro sans lui demander comment faire. Vous avez appuyé sur la lettre B. Si j'ai bien compris, vous souhaitez envoyer un mail avec le texte suivant. Bonjour à tous. Je vous joins à l'ordre du jour pour notre point hebdo. N'hésitez pas à compléter si besoin. Cordialement. C'est bien cela? Message envoyé avec succès. Et pourtant, tout le monde sait que l'IA hallucine, elle invente des trucs, elle se trompe. Mais ça ne freine absolument pas notre histoire d'amour toxique avec elle. Aujourd'hui, il a fait les devoirs de la moitié des collégiens de la planète. Des gens l'utilisent comme psy, ce qui est objectivement une idée catastrophique. Demandez-lui de vous dresser votre portrait psychologique. Ça marche très bien. C'est vrai? C'est impressionnant. Un portrait psychologique? Mais oui, elle sait tout de toi si tu l'utilises. En réalité, elle sait beaucoup plus sur toi que toi, tu ne sais sur toi. Ah bon? Mais le vrai problème, c'est que les humains aujourd'hui veulent des réponses simples. Qu'elles soient vraies ou fausses, mais juste simples. Toi, dis-moi, c'est quoi les pires erreurs et conneries que ChatGPT t'a déjà balancé? Ou pire, des trucs que t'as fait à cause d'un conseil ChatGPT? Moi, j'ai un pote, il a quitté sa meuf parce que ChatGPT lui a dit objectivement qu'ils ne vont pas ensemble. Et Google est en train de suivre le même chemin. Aujourd'hui, quand tu recherches quelque chose, t'as tout de suite une réponse concentrée, allégée, tout pour pas que tu cliques ailleurs, pour pas que tu cherches toi-même. Tu ne comprends rien, mais t'as la réponse. Pourquoi lire des articles, comparer des sources? Laisse-nous faire. Et ce qu'il y a eu, en fait, c'est comme avec le GPS. À force de l'utiliser, on a découvert que les gens perdaient leur mémoire spatiale. Jean Dujardin l'a très bien expliqué, je trouve. Vous savez, c'est comme quand on rentre chez nous, on met vite un GPS, alors qu'on sait exactement comment on peut rentrer chez nous. Mais on préfère mettre le GPS, on sait jamais. Et là, c'est pareil, on va regarder les infos pour avoir un avis, alors que je pense qu'on peut avoir un avis. Lire une carte, c'est plus dur, donc on délègue au téléphone. Sauf que la difficulté, en fait, c'est ce qui fait grandir le cerveau. C'est comme un exercice à la salle de sport. Alors oui, si tu envoies un devoir généré par l'IA, tu risques de te faire cramer, de te faire allumer, de te prendre une très mauvaise note. Alors les étudiants l'ont compris, et donc ils ont préféré apprendre. Apprendre à faire des prompts pour bien indiquer quoi faire au ChatGPT, plutôt que d'apprendre les vraies informations. En fait, ils préfèrent apprendre comment discuter avec les robots, plutôt que d'apprendre, en fait, à penser. Et ça, c'est flippant. Le cerveau, c'est comme un muscle. Si tu l'utilises pas, il fond. Alors,
muscle ton jeu. Alors, dans les commentaires, dis-moi ce que t'en penses. Pose-moi les questions les plus bêtes possibles. On est là pour répondre, bien sûr. Et toi, dis-moi, quand est-ce que t'as été sans téléphone pour la dernière fois? Et dis-moi aussi, quand est-ce que t'as été sans téléphone pour la dernière fois? Vraiment pendant longtemps. Alors, mets un gros like à cette vidéo pour t'apporter le bonheur. Et moi, je vous fais un maximum de Yagadakis. J'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt. Wouh! Ça fait du bien. Allez, éteins ton téléphone, oublie tout. Laisse-toi te reposer.